La performance du business model e-commerce est évidemment fortement liée à la capacité d'un distributeur à créer vers son site un trafic qui soit qualifié, mais aussi à moindre coût. Et c'est vrai que dans cette quête, on rencontre aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui tentent de se reposer majoritairement sur les moteurs de recherche, au premier rang desquels, bien évidemment, Google. C'est vrai qu'il est relativement tentant d'estimer dans son business plan qu'une part significative du trafic va être générée par le référencement naturel. Évidemment, il ne faut pas le négliger, c'est un incontournable, mais c'est vrai que cette tentation s'avère toutefois tout à fait dangereuse et ça pour deux points essentiels. Tout d'abord, le nombre de places à prendre sur une page de résultats Google est quand même extrêmement limité et sur des secteurs très concurrencés, eh bien, seuls quelques marchands vont arriver à se hisser aux 10 ou 20 premières places qui sont importantes. La seconde raison, c'est qu'aujourd'hui, il est quand même extrêmement risqué de faire reposer entièrement, ou en tout cas en grande partie, son activité sur une seule source de trafic. Je voudrais au moins citer le cas de Zlio, qui a du jour au lendemain cessé son activité lorsque Google a décidé de modifier ou de faire évoluer ses algorithmes. Donc le danger, c'est que beaucoup de sites e-commerce soient aujourd'hui, de ce fait, Google dépendants. Donc ce qu'on va essayer de démontrer, c'est qu'il est essentiel de diversifier ses sources de trafic. Et c'est donc le thème d'une série de tables rondes que nous allons initialiser aujourd'hui, à l'occasion de la publication d'une étude tout à fait intéressante à l'initiative de la société TradeDoubler qui nous reçoit, à propos de ce que nous allons appeler donc les sites de marketing à la performance. Alors nous recevons pour ce faire donc aujourd'hui Pascal Gaillat. Bonjour Pascal, vous êtes donc directeur régional de TradeDoubler pour la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Maseki Allé. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes responsable du business développement Europe. Avant de présenter TradeDoubler, je ne sais pas si il faut présenter Pixmania parce que vous êtes quand même un poids lourd de l'e-commerce en France, mais peut-être deux mots sur votre enseigne. Pixmania a été créé au tout début des années 2000, est un pure player spécialisé dans la distribution de produits high-tech. Aujourd'hui, c'est 5 millions de visiteurs uniques par mois sur la France, 10 millions sur l'ensemble des sites européens de Pixmania, puisque Pixmania a pris le parti très rapidement de se développer à l'international. C'est à peu près 2 millions de références produits différentes disponibles sur le site et un chiffre d'affaires consolidé groupe qui approche 1 milliard d'euros. Donc on est clairement, effectivement, une des enseignes majeures du paysage e-commerce français et européen. Vous étiez indépendant, je crois que vous Alors, n'êtes plus maintenant. effectivement, depuis l'été 2012, nous appartenons intégralement à un groupe de distribution anglais qui s'appelle Dixons, Dixons Retail, qui est un acteur historique du retail de produits high-tech et électroménagers et qui est le 3e distributeur mondial de produits high-tech et électroménagers. Donc nous sommes adossés à un distributeur extrêmement puissant sur la famille produits sur laquelle nous sommes spécialisés. Très bien. Donc Pascal, en deux mots, vous nous présentez TradeDoubler ? Alors TradeDoubler, depuis 14 ans en fait, une entreprise du monde du marketing à la performance, née en 99, c'est une société qui est cotée donc sur le marché de Stockholm, bourse de Stockholm, qui est un agrégateur de solutions de performance. Le rôle de l'entreprise est d'aider, d'assister les annonceurs dans la quête de leviers de génération de trafic et de vente. Et dans ce sens, sommes en contact depuis des années maintenant avec des éditeurs, avec des fournisseurs de services également transverses qui permettent à ces annonceurs de toucher une audience qui résolument est portée vers l'achat, vers la consommation en ligne. Je vais me retourner quand même tout d'abord vers vous, Maseki. Je disais tout à l'heure qu'il était quand même dangereux d'avoir un business model qui repose complètement sur une activité, sur du trafic créé par des moteurs de recherche externes. Est-ce que vous avez été confronté justement à cette problématique de dépendance par rapport à ces moteurs ? Non, absolument pas. Les premières sources de trafic importantes pour Pixmania ont été les comparateurs de prix. Raison assez évidente, c'est que Pixmania distribue des produits techniques, donc des produits standardisés,
produits pour lesquels le service de comparaison de prix a une valeur très importante pour notre audience, pour nos prospects. Ça a été la source de trafic la plus importante avant Google. Bien sûr, Google et les moteurs de recherche en général sont devenus assez rapidement des sources de trafic importantes, mais nous avons toujours tenu à garder un mix acquisition équilibré entre le référencement payant naturel, les comparateurs de prix, le marketing à la performance représenté par l'affiliation, le display et l'email. Alors il y a quand même deux grands principes qui sous-tendent notre manière d'analyser et d'agir en marketing digital. La première, c'est de s'attacher à placer au centre de toutes nos réflexions et de toutes nos actions le client. Que finalement, c'est le client qui décide en fonction de ses préférences, les canaux de communication, les interfaces, les formats de communication qu'il préfère. Et quand vous dites client, c'est le comportement en fait de ce client. Oui, c'est à l'annonceur de s'adapter aux préférences de ses prospects et clients et non l'inverse. En tout cas, c'est l'opinion de Pixmania. Et puis ensuite, je vais parler, aborder plus précisément une problématique qui concerne l'acquisition. Deuxième grand principe qui nous porte, c'est le fait d'adopter dans nos analyses et actions un angle holistique, où j'aurais pu dire multi-levier ou multi-touch pour employer un terme à la mode, c'est-à-dire que nous ne mesurons pas la performance de nos campagnes d'acquisition ou la performance de nos différents leviers d'acquisition de manière indépendante, campagne par campagne, levier par levier, mais intégrée, globale. Pourquoi ? Plusieurs choses qui justifient ça. D'abord, il est évident qu'il y a un certain nombre de synergies, interdépendances entre différents leviers d'acquisition. Et puis surtout, si on ne fait pas ça, on prend le risque de progressivement surévaluer la valeur de certains leviers d'acquisition au détriment d'autres leviers d'acquisition. Qui participent pourtant au parcours. Exactement. Alors là, on va effectivement rentrer dans le vif du sujet, se rapprocher un peu de la réalité business de Pixmania. On est une marque assez connue, je vous ai dit, 5 millions de visiteurs uniques par mois. Quand vous êtes une marque connue, il devient assez probable que votre marque fasse l'objet d'un volume de requêtes extrêmement important sur les moteurs de recherche. Et donc, si vous avez mis en place, comme c'est le cas pour 90% des e-commerçants de la place, un modèle d'attribution au dernier clic, vous allez attribuer aux moteurs de recherche un volume de conversion extrêmement important qui viennent de requêtes marques sur le moteur de recherche. Quelle est la réalité qui se cache derrière cet état de fait, ce phénomène ? C'est que le moteur de recherche n'a servi finalement, n'a eu l'utilité que d'un annuaire finalement. Et donc, vous avez négligé la valeur d'autres leviers, d'autres campagnes d'acquisition qui sont situées en amont et qui ont fait tout le travail. Le prospect avait pris sa décision d'achat, et puis il ne connaissait pas, il ne se rappelait plus l'adresse du marchant, donc il a utilisé Google, il a tapé Pixmania sur Google, et il a finalisé son achat de cette manière-là. Alors bon, c'est une bonne transition justement vers ce dont on va parler maintenant avec vous Pascal, puisque TradeDoubler a fait réaliser donc une étude qui est très intéressante, justement à propos du comportement des consommateurs européens vis-à-vis des sites dits de marketing à la performance. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous préciser de quel site il s'agit quand on parle de marketing à la performance ? Quel type de site ? On a finalement actuellement une vision assez holistique et j'y rajouterais analytique de l'ensemble de ces processus d'achat suivis par les internautes. Analytique tout simplement parce que c'est essentiellement au travers des outils de tracking que le marché utilise qu'on voit quelles sont les différentes étapes que les internautes suivent avant la génération d'une conversion. Donc notre idée en fait a été par la production de cette étude d'aller au-delà de cette logique analytique pure et d'interroger les internautes pour leur demander ce qu'ils faisaient et quel type de support, quel type
points de contact ils avaient sur le web, dans leur navigation, avant d'aboutir au produit qui les intéresse vraiment et de passer à l'achat. Donc la première démarche était de caractériser ces leviers. Savoir qui, au-delà des moteurs de recherche, que visitent les internautes dans leur processus. Alors Masaki a parlé d'un premier tout à l'heure, type de site qui est toujours aussi important pour les programmes de Pixmania, les comparateurs de prix. Donc effectivement, on n'est pas dans la logique du moteur de recherche, on est dans une logique de recherche précise de prix, on a une connaissance précise du type de produit qu'on est en train de chercher. Donc ce sont à peu près les premiers leviers du marketing à la performance qui sont nés, et les premiers datent de 1998, donc on n'est pas sur des leviers récents. Par contre, sur cette tranche, plus le commerce en ligne a évolué, plus les produits de grande consommation sont arrivés à disposition des internautes. Je parle de la mode, je parle de la déco, je parle de l'alimentation sur ces 5-6 dernières années. Finalement, beaucoup d'opérateurs, de nouveaux acteurs sont nés avec une vocation qui est d'apporter un service complémentaire à l'internaute dans sa logique. Alors, le service, l'avantage consommateur. Le service essentiel, c'est effectivement l'avantage consommateur. Donc les sites qu'on peut trouver dans ce spectre sont les opérateurs du cashback, les opérateurs de bons de réduction, donc qui diffusent des bons de réduction, les centralisent auprès des internautes. On peut citer également les programmes de fidélité, les sites de bons plans quotidiens, les sites d'achat groupé. En fait, tout un spectre d'acteurs qui permettent à l'internaute d'acheter dans les meilleures conditions, ou du moins quand il achète, d'avoir le sentiment d'acheter dans les meilleures conditions disponibles du marché. Donc notre idée dans cette étude-là était de les rassembler et finalement de les confronter au levier classique. Levier classique, moteur de recherche, site de contenu, donc site de contenu, et également site des différents e-marchands. Et on a posé deux questions dans chacun des contextes à chaque internaute. Alors, on s'est placé dans une perspective. On est dans la perspective de l'internaute consommateur avéré. Le panel est constitué d'internautes qui achètent au moins une fois par mois et qui sont détenteurs également d'un smartphone. Donc on leur a posé deux questions. La première, quels sont dans cette liste de sites, de services en ligne, quels sont ceux que vous utilisez pour rechercher, pour de l'information commerciale, pour rechercher des produits? On a abouti à des réponses de leur part sur ce levier-là, sur ce type de questions. Et deuxième question qu'on leur a posée, quels sont les sites, sur cette liste de sites, une fois de plus, que vous utilisez dans le processus d'achat? C'est-à-dire, vous faites finalement votre dernière consultation avant l'achat, quels sont les types de sites que vous utilisez? Et là, effectivement, les enseignements qu'on a eus étaient assez cohérents par rapport aux objectifs de l'étude, et tendent à en fait placer ces types de leviers, donc les leviers du marketing et la performance, à la fois dans une logique de passage à l'achat, je fais mon dernier clic et j'achète directement, mais également en amont la logique de recherche. Alors comme vous l'avez dit, l'étude débute par la démonstration que la fonction de recherche en ligne dans le cadre de recherche de produits est évidemment fait l'objet de toute enfin, construit l'usage et les comportements, mais qu'il y a quand même un grand nombre de sites qui interviennent dans cette recherche, mais sur tous les secteurs d'activité. On reparlera des sites, mais ce que vous montrez à un moment donné, c'est qu'il y a même des différences un petit peu différentes. Je ne sais pas si vous avez sous les yeux le schéma qu'on est en train d'afficher, mais vous avez donc montré que sur bon nombre de secteurs d'activité, il y a effectivement cette fonction de recherche qui intervient de manière importante. Alors en fait, on n'est plus dans l'apanage effectivement de l'achat touristique ou de l'achat de produits techniques, produits informatiques ou de produits culturels des premières années du commerce électronique. On est aujourd'hui effectivement dans une logique, j'en parlais tout à l'heure, de consommation courante. Donc on achète tout sur Internet, ou du moins Internet a une place importante dans chaque type d'achat. On est sur un spectre le plus large possible du type de produit sur lesquels à la fois on recherche de l'information, mais également on passe à l'acte.
Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est, je pense, le principal même enseignement de cette étude sur la notion de recherche en ligne, c'est qu'on avait effectivement l'impression que tout se concentre sur des moteurs de recherche et qu'ensuite la transformation se fait à travers les sites dont nous parlons aujourd'hui. Et en fait, ce que démontre l'étude, c'est que justement non, la recherche n'est pas uniquement liée à ces moteurs, mais qu'un grand nombre de types de sites interviennent lors d'une expérience d'achat. Oui, exactement. Donc on a pu constater effectivement dans ces parcours, via nos technologies, qui permettent en fait de bien voir quels sont les différents éléments du parcours, identifier que ces internautes n'utilisent pas seulement exclusivement les moteurs de recherche, mais on s'est surtout rendu compte en leur posant la question que finalement la notoriété de ces leviers était quasiment totale. C'est-à-dire que un levier de cashback, on sait qu'en France on n'est pas forcément les plus utilisateurs de coupons de réduction ou d'avantages de ce type-là, que c'est plutôt les cultures anglo-saxonnes qui en sont fortement utilisatrices. Et finalement aujourd'hui, quand on interroge un panel, si important soit-il, on est sur plusieurs milliers d'internautes pour l'occasion, tout le monde connaît l'ensemble des leviers dont on parle. Alors, ils sont d'un point de vue B2B rassemblés dans ce contexte du marketing et de la performance, mais en réalité, donc ce n'est pas visible, c'est complètement transparent pour l'utilisateur final qui ne les voit pas de telle manière, mais quand on parle à quand on pose des questions, quand on cite les secteurs, les segments d'activité de ce type d'acteurs, tout le monde les connaît quasiment à 100%. On a sur les résultats en moyenne de 85 à 93% sur le taux de notoriété, et nous disent en plus qu'ils les utilisent. Quand on est dans une logique de consommation sophistiquée online, on a connaissance forcément de l'ensemble de ces leviers et a fortiori on les utilise. Peut-être qu'on peut corriger sophistiqué par mature. Dès qu'on acquiert de l'expérience, effectivement, on a des réflexes qui sont d'aller chercher une multitude de... Exactement, et de remettre en cause systématiquement sa consommation passée par rapport à un besoin présent. Donc les cycles de marketing et de la performance font partie des outils consuméristes à proprement parler. Ils sont quand même aussi générateurs de ventes. Certains plus que d'autres, apparemment, c'est ce que semblerait montrer votre étude. Alors effectivement, on constate donc un trio de tête, où le numéro 3 est bien sûr le site des marchands. Ça rassure. Ce qui est tout à fait rassurant. Et les deux premiers plébiscités sont les sites de cashback, qui ont un impact assez, je dirais, assez direct, puisqu'en fait on se fait rembourser une partie du panier qu'on a acheté, qui est crédité sur un compte et qu'on peut réutiliser ensuite. Donc on est vraiment sur une notion très bûchante de l'avantage consommateur. C'est un peu normal qu'on ait ces résultats-là. Et puis ensuite, c'est dans l'instantané. Ce sont les opérateurs de bon plan quotidien. Alors c'est vrai que l'effet Groupon a eu son impact, même si le modèle économique de Groupon n'a pas été forcément aussi bien servi qu'il le pensait. D'ailleurs, on voit dans le top 10, on est quand même on a une orientation très forte prix. C'est clair. C'est du bon de réduction, c'est de la fidélité. Enfin, il doit y avoir un avantage client à l'avantage consommateur, effectivement, est avant tout trébuchant. Mazeki, vous l'avez dit, vous utilisez ces sources de trafic, vous enregistrez là aussi des résultats similaires sur votre site? Oui, il peut y avoir des disparités entre les résultats que l'étude TradeDoubler montre et ceux qu'on enregistre chez nous, mais effectivement il y a des typologies d'affiliés, de sites de marketing à la performance qu'on retrouve chez Pixmania qui sont extrêmement puissants. Je pense aux sites de cashback et de bons de réduction qui sont, comme Pascal l'a exposé, finalement des types de sites, des médias qui sont massivement consultés par notre population cliente prospect. Donc aujourd'hui, Pixmania se doit d'être présent sur ce type de médias dans la mesure où on est en permanence à la bataille avec la concurrence pour accrocher la décision des acheteurs. Aujourd'hui, un e-commerçant mature assez puissant comme Pixmania, pour développer son business, fait face à une nécessité absolue, celle de concevoir et de produire une actualité, une animation commerciale et promotionnelle régulière.
permanente. Pour relayer, pour faire la publicité de cette actualité commerciale et promotionnelle, nous avons besoin de ces fameux sites marketing à la performance, comme les grands sites, les grands portails de cashback et de bons de réduction. Certains sont devenus des médias très puissants et sont parvenus à constituer des communautés de membres extrêmement puissantes. Je parle d'Igral, on est sur 1 500 000 membres, je pense. C'est assez puissant. On est sur des méthodes d'acquisition de trafic et de constitution d'audience, donc côté Igral, qui dépasse le simple opportunisme, essayer de référencer un coupon de réduction d'un marchand en référencement naturel sur Google. Ce sont des sites qui déploient, qui mobilisent des ressources importantes pour constituer leur audience, des plans médias intéressants sur lesquels les annonceurs peuvent faire levier. Il y a un exemple aussi assez intéressant qu'on peut citer, celui de Retail Minute, du groupe américain Retail Minute. Le site Retail Minute américain fait partie du top 500 mondial en termes d'audience. Alors pour terminer cette table ronde, au-delà des sites de marketing à la performance, les moteurs de recherche, vous les utilisez bien évidemment. Ils sont extrêmement importants. Ils sont extrêmement importants. Quelles autres sources de trafic vous utilisez chez Pixmania ? Alors on a le display et l'email dont on a relativement peu parlé jusqu'à présent, oui, qui sont des espaces de communication intéressants, qui sont des leviers d'acquisition qui permettent souvent d'engager la discussion, d'engager la communication avec un prospect qui se situe assez en amont finalement de la chaîne de points de contact qui conduisent aux visites et aux conversions chez le e-commerçant. L'email est un format très pratique, très large, permet d'introduire et d'adresser un message assez riche, assez développé aux prospects, avec une méthode de valorisation au dernier clic. Les performances sont évidemment beaucoup moins bonnes que celles qu'on peut retrouver sur un comparateur de prix ou sur un moteur de recherche, mais on utilise pour valoriser ces leviers d'acquisition des critères différents qui peuvent être le niveau d'engagement du visiteur, d'autres choses comme ça. On a identifié, c'est plus une intuition, ces formats-là, ces formats de communication-là sont des initiateurs de communication et de discussion entre le client et le marchand. Bon, voilà qui fait la transition avec nos tables rondes à venir. On aura peut-être l'occasion de vous réinterviewer sur donc, la diversification des moyens de création de trafic. Messieurs, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que les résultats de cette étude sont téléchargeables sur le site de TradeDoubler et vous en trouverez un lien sur le site de Performance Interactive TV. Merci, à bientôt. Merci à vous également.